Chères auditrices, chers auditeurs, chères lectrices et lecteurs, l'ouvrage de culture en culture, publié par les éditions universitaires européennes, est un ouvrage de traduction professionnelle, mais également un ouvrage à visée pédagogique. C'est l'application directe de ma propre théorie en traduction, dite théorie de changement de repérage linguistique en traduction, sigle CRLT. Cette théorie, exposée dans l'ouvrage récemment paru chez les éditions universitaires européennes, ouvrage intitulé Fondements théoriques de traduction scientifique, mérite quand même d'être brièvement illustré. Je veux dire la théorie. Chose promise dans cette vidéo, entreprise par l'auteur lui-même, Nordine Hari, agrégé en traduction de nationalité marocaine. Dans cette vidéo seront développées les 4 phases de traduction qui sont les suivantes. Observation, repérage linguistique, changement de repérage linguistique, et la 4e phase, c'est justement la traduction proprement dite. Donc, comme j'ai dit, la théorie, elle est nommée théorie de changement de repérage linguistique en traduction, CRLT. Bien sûr, celui qui va traduire, c'est le traducteur lui-même, et non pas l'auteur du texte. Donc, le traducteur commence par observer le texte. Bien sûr, on sait bien qu'en physique, bien sûr, celui qui veut faire un repérage d'un objet qui est dans l'espace, par exemple, il doit tout d'abord l'observer. Mais, bien entendu, l'observation du texte source par le traducteur se fait évidemment par la lecture du texte. Le traducteur lit le texte. Il est dans l'univers de la langue cible. Pour saisir le texte original, ou bien pour saisir le texte de départ, ou bien le texte source, il doit faire des calculs. Il calcule des coordonnées. Mais bien sûr, le traducteur, comme on le sait déjà à travers Vena et Darbelné, dans la stylistique comparée, dans le fameux ouvrage de la stylistique comparée, de l'anglais et du français, il doit premièrement découper son texte en unités de traduction. Et bien sûr, il va essayer de déterminer, de calculer les coordonnées des unités de traduction. Donc, lorsqu'il va calculer les coordonnées des unités de traduction dans l'univers de la langue cible, il lui faut un repère. Ce repère, et d'ailleurs c'est la nouveauté qu'il y a dans cette théorie, ce repère, il est tridimensionnel. Il est constitué de 3 axes. L'axe syntagmatique, X1, ça veut dire en référence à la langue source. L'axe syntagmatique, ce n'est que l'axe
syntaxique. Ce n'est que l'axe des unités syntaxiques. Donc l'unité de traduction, le traducteur va préciser quelle est sa syntaxe, s'il y a des compléments, où sont ces compléments, s'il y a une principale, où est la principale, s'il y a des compléments, quelle est la nature de ces compléments. Est-ce des compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, etc., etc. Le deuxième axe, c'est l'axe paradigmatique. Paradigmatique, ça veut dire c'est l'axe qui se situe au niveau du lexique, du vocabulaire, de la terminologie, s'il s'agit bien sûr d'un texte ayant un domaine cognitif bien précis, par exemple scientifique, philosophique, littéraire, poésie, etc., etc. Donc, ici, il y a question de sélection. C'est pourquoi je le traduis en arabe, al-mihwar al-intiqa'i. Le premier axe syntagmatique, al-mihwar tarkibi. Maintenant, il y a un autre axe qui est très très important, c'est l'axe sémantique. Regardez ici, j'ai mis ZI, parce que c'est un axe qui est imaginaire, qui est très abstrait, en comparaison avec les deux autres axes. L'axe sémantique. Bien maintenant, l'axe sémantique, c'est à travers cet axe qu'il va déterminer le sens du texte, le sens de l'unité de traduction. Et le sens, il est composé en trois dimensions, trois composantes. Le sens fonctionnel qui se rapporte à l'axe syntagmatique. Le sens lexical qui se rapporte à l'axe paradigmatique. Et le sens contextuel, c'est un sens vraiment complexe. Donc, le sens contextuel comporte bien entendu le style, la présence de l'énonciation, ou bien la situation énonciative, etc. Une remarque importante. La compréhension du texte ne peut pas se produire par la seule unité de traduction repérée au début. Mais on doit carrément savoir que la somme des unités de traduction, elle équivaut au texte source, au texte départ. Mais avec une condition très très importante, c'est que sigma, la somme, sigma, est une somme des unités de traduction cohérente et cohésive. Ça veut dire, lorsque le traducteur essaye de décoder ou bien de préciser ou bien de calculer les coordonnées, il doit savoir que le texte ne devient cohérent et cohésif que si ces unités de traduction sont cohérentes et cohésives. Maintenant, le repérage, bien sûr, il a un résultat. Il aboutit à une compréhension. Donc, lorsque le traducteur a compris le texte de départ, il va entamer la phase ce que les tenants de la théorie interprétative, comme Danica Siliskovic, Lederer, notamment Jean Delisle, etc., dans ce cas, il va faire une déverbalisation. Déverbalisation, c'est ce que j'appelle tout simplement le changement de repérage linguistique. Mais lorsque le traducteur fait le changement de repérage linguistique, ce changement, il se fait dans le système cognitif du traducteur lui-même. C'est-à-dire que le traducteur va utiliser les compléments cognitifs. Et ces compléments cognitifs sont déclenchés par la première phase, c'est-à-dire ils sont déclenchés par la lecture et la compréhension du texte. Bien. Mais parfois, il peut y avoir des déficiences au niveau de ces compléments cognitifs.
Dans ce cas, il peut carrément donc faire recours à des éléments d'aide, par exemple comme les dictionnaires bilingues ou bien comme l'Internet, etc., etc. Ce changement de repérage linguistique, c'est-à-dire que le traducteur va entrer dans un autre univers, autre que celui de la langue source. C'est l'univers de la langue cible. Les axes vont changer, mais toujours le processus est le même et les axes de la langue cible sont les mêmes, bien sûr au niveau formel. Mais on va constater maintenant que l'unité de traduction, la deuxième unité de traduction, le nombre des unités de traduction dans le texte qui est bien sûr projet de traduction, les unités de traduction changent. S'il y a au début K unités de traduction, maintenant on a K'. Ce n'est pas nécessaire d'avoir le même nombre d'unités de traduction dans le texte source que dans le texte cible. Dans ce cas, donc les relations suivantes sont vérifiées. Premièrement, la syntaxe du texte source est différente de la syntaxe du texte cible, parce que, bien sûr, chaque langue a son génie syntaxique, a sa manière de combiner entre les vocables, entre les mots, etc. Également, la deuxième coordonnée, ça veut dire la coordonnée paradigmatique, lexique, vocabulaire, terminologie, elle est différente du premier cas. Mais remarquez ici que le sens, il ne reste pas 100% le même, parce qu'on ne peut pas écrire ici SE' 2 égale SE'1. Non. Il est environ égal. C'est une approximation. Approximation pourquoi? Parce que il y a des composantes du sens qui ne sont pas traduites, qu'on ne peut pas traduire. Par exemple, est-ce qu'on peut traduire le contexte énonciatif? Déjà, bien sûr, parce que le contexte énonciatif, ça change. Si, par exemple, le texte source a été écrit par un auteur, bien sûr, notamment, cet auteur peut être son locuteur, mais dans ce cas, le locuteur dans le texte cible, c'est le traducteur. Effectivement, c'est le traducteur et non pas l'auteur. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une égalité 100%. Encore, les tenants de la théorie interprétative de traduction, bien sûr, disent qu'à un texte, il y a une infinité de traductions. Donc, la traduction, ce n'est pas une fonction bijective. Ce n'est pas une fonction bijective. Bien, donc, maintenant, lorsqu'il va faire ces changements, il va parvenir à la dernière phase, c'est la phase de traduction du texte. Bien sûr, regardez, lorsqu'il passe, le traducteur passe de ce système, de cet univers, vers cet univers, il va faire des comparatismes, des comparaisons. Donc, dans ce cas, la théorie annoncée dans la procédure annoncée par Venaille et Darbelnet, la comparaison, elle est très importante. Eh bien, merci pour votre attention et je vous laisse. Bonne lecture à toutes et à tous. Nordin Hel.